Bienvenue dans Secrets de recruteur, le podcast qui lève le voile sur les coulisses du recrutement. Je partage avec vous conseils pratiques, astuces concrètes et vérités de terrain pour transformer votre recherche d'emploi en succès. Préparez-vous à découvrir ce que les recruteurs ne disent pas toujours, mais que vous devez absolument savoir. Installez-vous, vos secrets de réussite commencent ici. Bonjour et bienvenue pour cette exploration consacrée aujourd'hui à un sujet vraiment capital pour nos entreprises, le recrutement dans les PME et les TPE. Oui, bonjour. Un moment décisif, c'est sûr. Exactement, un moteur de croissance potentielle, mais bon, on sait que c'est souvent plus compliqué qu'il n'est paraît, surtout quand les moyens sont comptés. Tout à fait. Un vrai défi pour beaucoup de dirigeants. Alors pour nourrir notre discussion, on va s'appuyer sur une analyse assez fine des erreurs, disons les plus classiques que font les petites entreprises françaises quand elles recrutent. Et il y a un chiffre qui frappe, tiré d'une étude de l'INSEE. Quasiment 60% des patrons de PME admettent avoir fait au moins une erreur importante lors de leur dernier recrutement. Ah oui, 60%, c'est énorme. C'est vraiment d'identifier ensemble ces, on va dire, 5 erreurs majeures. C'est ça. Et surtout, de voir concrètement comment on peut les éviter. Trouver des solutions pratiques, adaptées au terrain, quoi. Des solutions pour les PME. Voilà. C'est une réflexion qui nous semble essentielle pour tous ceux qui s'intéressent à la gestion, au développement des petites boîtes. Parce qu'une équipe solide, ça commence par un bon recrutement, il n'y a pas de secret. Bon, alors allons-y. La première erreur, la plus répandue apparemment, c'est de se lancer un peu tête baissée, sans définir précisément le poste, les compétences qu'il faut vraiment. Ah, ça. On est sous l'eau, besoin urgent, et hop, on bricole une annonce vite fait. Ça, quelles sont les conséquences directes de ce flou initial, surtout dans une petite équipe ? Les conséquences, elles sont assez logiques et elles s'enchaînent. Malheureusement, une description de poste vague, c'est un peu comme un filet avec de trop grosses mailles. Oui. Vous allez recevoir plein de candidatures, mais beaucoup seront à côté de la plaque. Du coup, le tri devient un cauchemar, ça prend un temps fou. Un temps qu'on n'a pas. Exactement. Et puis, si les critères sont pas clairs dès le début, comment voulez-vous évaluer les candidats en entretien ? On navigue à vue, difficile de comparer objectivement. Et le risque final, bien sûr, c'est de choisir la mauvaise personne. Quelqu'un qui n'a pas les compétences clés ou qui correspond pas vraiment aux attentes réelles. Et là, c'est parti pour une intégration compliquée, des performances décevantes et souvent, ça se termine par une rupture. Frustration des deux côtés, j'imagine. Énorme frustration. Et un coût financier, humain, qui est loin d'être négligeable pour la structure. Ce qui est vraiment frappant, c'est cet effet domino, quoi. Une petite imprécision au départ. Peut avoir de grosses répercussions. Exactement. Tout au long du processus et même bien après. C'est très clair. Alors, face à ça, pour un dirigeant de TPE, de PME, qui n'a pas forcément un service RH dédié, comment on fait concrètement ? Comment analyser ce besoin efficacement sans y passer des jours ? Alors, l'idée, c'est pas de monter une usine à gaz, c'est plutôt d'investir un tout petit peu de temps avant pour en gagner énormément après. D'accord. La première étape, c'est simple. On se pose, avec le manager direct, si besoin, et on liste très concrètement les missions. Qu'est-ce que cette personne va faire tous les jours ? C'est quoi les 3 à 5 tâches critiques, indispensables, et les tâches secondaires ? Ok, les missions d'abord. Ensuite, on traduit ça en compétences. Et là, c'est crucial de bien distinguer les compétences techniques indispensables. Celles sans lesquelles ça ne peut pas marcher. Le minimum requis. Voilà. Et celles qui sont souhaitables. Le petit plus qui serait apprécié, mais qui n'est pas bloquant. Et il ne faut surtout pas oublier les fameuses soft skills, le savoir-être. Ah oui, important ça. Quelle attitude, quel comportement est nécessaire pour bien s'intégrer dans l'équipe, dans la culture de l'entreprise ? Est-ce qu'on a besoin d'autonomie ? De rigueur, d'un bon esprit d'équipe, d'adaptabilité. Faut se poser ces questions. Une fois qu'on a fait ça, rédiger la fiche de poste, l'annonce, ça devient beaucoup plus facile et précis. On y met l'expérience requise, les outils à maîtriser, les conditions de travail. Cette clarté, c'est vraiment le meilleur moyen d'attirer les bonnes personnes. C'est un investissement, vraiment pas une perte de temps. D'accord, donc la préparation, c'est la clé numéro 1. Passons à la deuxième erreur fréquente, la manière de mener les entretiens. On voit souvent des PME qui y vont de façon très informelle. Une discussion, quoi, en se disant que le feeling suffira. Ah, le fameux feeling.
informel, ça part souvent d'une bonne intention, créer un climat de confiance. Le problème, c'est que ça ouvre la porte en grand à la subjectivité. Et on est tous, sans exception, sujets aux biais cognitifs. C'est quoi exactement ces biais? Ce sont des sortes de raccourcis que notre cerveau prend, mais qui peuvent nous induire en erreur quand on doit évaluer quelqu'un. Par exemple, le biais de confirmation. On va chercher, sans s'en rendre compte, les infos qui confirment notre première impression. Qu'elle soit bonne ou mauvaise. Exactement. Ou l'effet de halo. Une caractéristique positive, genre le candidat a fait la même école que nous, va influencer positivement notre jugement sur tout le reste, même si ça n'a rien à voir. D'accord, je vois. Du coup, sans un minimum de structure, on risque de recruter quelqu'un qui nous ressemble ou avec qui on a juste un bon contact, plutôt que la personne la plus compétente pour le job. Et puis une conversation à bâton rompu, ça peut aussi faire oublier de vérifier certaines compétences essentielles, techniques ou comportementales. On passe à côté de choses importantes. Voilà. Et il y a aussi un petit risque juridique, faut pas l'oublier. Poser, même sans le vouloir, des questions déplacées ou discriminatoires, c'est plus facile dans un cadre très informel. C'est un point important, ça. Alors, comment une petite boîte peut structurer ses entretiens sans tomber dans un truc trop lourd, trop froid? C'est quoi les méthodes pratiques? L'objectif, c'est vraiment de trouver le juste milieu. Une méthode simple et qui marche bien, c'est de préparer une petite grille d'entretien standardisée. Pas un roman, j'imagine. Non, pas un truc de 10 pages. Juste une liste des 5 à 7 compétences clés, techniques et comportementales, qu'on veut évaluer, avec quelques questions préparées pour chacune. L'idée, c'est de poser à peu près les mêmes questions de base à tout le monde pour pouvoir comparer. Comparer plus objectivement. Exactement. Et il faut privilégier les questions ouvertes, comportementales. Celles qui commencent par « Décrivez-moi une situation où vous avez dû »,« Comment vous avez géré tel type de défi »,« Donnez-moi un exemple concret » de « Ça s'en dit beaucoup plus sur comment la personne fonctionne vraiment ». Plus que les questions théoriques. Ah oui, largement. Pour certains postes, on peut aussi imaginer une petite mise en situation, un cas pratique rapide lié au quotidien du job. Ça permet de voir la personne un peu en action. Bonne idée, ça. Ou au moins à une partie. Ça apporte un deuxième regard, ça permet de croiser les avis et de limiter un peu l'effet des biais personnels. D'accord, très bien. Structurer l'entretien, c'est donc crucial. Troisième erreur maintenant, cette tendance à zapper la vérification des références. On hésite, on manque de temps, on se dit qu'on fait confiance. Est-ce que c'est vraiment si important cette étape? Surtout si on a eu un bon feeling en entretien. Alors là, ma réponse est oui, sans aucune hésitation. C'est une étape qui est souvent sous-estimée, mais elle est absolument cruciale. Et peut-être même encore plus dans une PME où l'impact d'une erreur de recrutement est démultiplié. Pourquoi c'est si crucial? D'abord, ça permet tout simplement de vérifier si ce que le candidat a dit sur son CV et en entretien est exact. Les dates, les postes, les responsabilités. Bon, la plupart des gens sont honnêtes, mais une petite vérification évite les mauvaises surprises. Ok, vérifier les faits. Mais l'intérêt principal, il est ailleurs. C'est d'obtenir des informations concrètes sur comment la personne se comporte réellement au travail. Comment elle collabore, premièrement, comment elle gère la pression, c'était quoi ses points forts reconnus, ses points d'amélioration peut-être. Des infos qu'on n'a pas forcément en entretien. Exactement. Un ancien manager, un ancien collègue peut donner un éclairage hyper précieux. Ne pas faire cette vérification, c'est prendre le risque de passer à côté d'infos clés pour la décision, mais aussi pour bien intégrer et manager la personne si on la recrute. C'est un peu comme acheter une voiture d'occasion sans regarder l'historique, quoi. On prend un risque un peu bête. C'est convaincant. Mais alors, concrètement, comment on fait pour que ce soit pas trop long? Et pour avoir des infos utiles, on appelle qui? On demande quoi? L'efficacité, ça passe par le fait de le faire systématiquement et de préparer un minimum. L'idéal, c'est de demander au candidat les coordonnées d'au moins 2 référents pro, typiquement des anciens N+1. Et on demande la permission au candidat avant, j'imagine. Ah oui, absolument. On demande l'accord du candidat avant d'appeler. Ensuite, comme pour l'entretien, on prépare 3-4 questions ciblées. Pas la peine de refaire toute l'histoire. On se concentre sur les compétences et les comportements importants pour le poste et pour l'entreprise. Par exemple? Par exemple, pouvez-vous me confirmer les dates et le poste? Quelles étaient ses principales responsabilités et ses réussites? Comment vous décririez sa façon de travailler en équipe? Quels conseils vous me donneriez pour bien l'intégrer et le manager? Des questions ouvertes, factuelles. Et ça prend longtemps, ce genre d'appel? Franchement, souvent c'est réglé en 10-15 minutes par référent. C'est un investissement en temps qui est minime par rapport au risque qu'on évite. Et en complément, on peut jeter un œil rapide au profil LinkedIn. Ça permet de vérifier la cohérence du parcours. D'accord. La vérif des références, étape à ne pas sauter. Quatrième erreur.
Se focaliser quasi uniquement sur les compétences techniques, les hard skills, et oublier un peu le savoir-être, les soft skills, et l'adéquation avec la culture de l'entreprise. Et là, ça devient passionnant, parce qu'on entend souvent que dans une petite équipe, l'alchimie, c'est fondamental. Pourquoi c'est si critique? Ah, mais c'est absolument fondamental. C'est peut-être même le point le plus spécifique aux PME et TPE. Dans une grosse boîte, on peut parfois, diluer une personnalité un peu plus difficile ou quelqu'un qui n'est pas tout à fait dans le moule culturel. Oui, ça se voit moins. Voilà. Mais dans une petite structure de 5, 10, 20 personnes, chaque membre de l'équipe a un impact direct, immédiat, sur l'ambiance, sur la dynamique, sur la performance de tout le monde. C'est vrai. Vous pouvez recruter un crack technique, un expert incroyable. Mais si cette personne ne sait pas communiquer, si elle ne collabore pas, si elle crée des tensions ou ne partage pas les valeurs de base de l'entreprise, l'entraide, la flexibilité, peu importe, son impact global peut être négatif malgré ses compétences. Même si, techniquement, elle est au top. Exactement. L'adéquation culturelle, le savoir-être, ce sont des facteurs clés pour que l'intégration se passe bien, pour que la personne s'engage sur le long terme et donc pour qu'elle reste. Un mauvais fit culturel, c'est une des premières causes de départ prématuré. Et on sait ce que coûte le turnover aux PME. C'est un argument très fort. Mais comment on fait pour évaluer ces soft skills, cette adéquation culturelle? Ça peut paraître subjectif, non? Comment une PME peut faire ça sans utiliser des tests compliqués et chers? Mais de manière un peu structurée. La première étape, c'est encore une fois, comme pour le poste, d'identifier clairement c'est quoi les 3-4 valeurs ou comportements clés qui définissent notre entreprise. Qu'est-ce qui est important pour réussir chez nous? L'autonomie, l'esprit d'équipe. Par exemple, l'autonomie, l'initiative, le travail en équipe, la rigueur, l'adaptabilité. Une fois qu'on a défini ça, on peut chercher à l'évaluer pendant l'entretien, toujours avec des questions comportementales spécifiques. Par exemple. Si l'autonomie est importante, décrivez-moi une situation où vous avez dû prendre une initiative sans attendre qu'on vous le demande. Si c'est l'esprit d'équipe, parlez-moi d'une collaboration difficile et comment vous l'avez gérée. On peut aussi poser des questions sur les préférences de travail, la vision du management, comment la personne gère les désaccords. Les réponses donnent des indices. Oui, les réponses. Et puis l'attitude générale pendant l'entretien, ça donne de bonnes indications. Et enfin, pour les candidats qui sont vraiment en finale, organiser une rencontre informelle, un café, avec 1 ou 2 futurs collègues, ça peut être très éclairant pour voir si le courant passe, si l'intégration semble pouvoir se faire naturellement. Il faut trouver le bon équilibre, évaluer les compétences techniques et le savoir-être. Équilibrer hard skills et soft skills, ok. On arrive à la 5e et dernière erreur classique, la précipitation. L'urgence est là, on est débordé, quelqu'un part soudainement, et on cède à la tentation de prendre le premier candidat qui a l'air correct pour boucher le trou vite fait. Quels sont les coups cachés de cette hâte? Ah, l'urgence. C'est vraiment l'ennemi numéro 1 d'un bon recrutement. Se précipiter, ça peut donner l'impression de résoudre un problème tout de suite, mais ça en crée souvent de bien plus gros après. Les coups cachés, vous disiez? Ils sont énormes. D'abord, un processus fait à la va-vite augmente massivement le risque de se tromper de candidat, on l'a déjà dit. On risque de passer à côté de profils bien meilleurs qui auraient pu arriver un peu plus tard. Oui. Ensuite, même si on prend quelqu'un d'acceptable, souvent, dans la précipitation, on néglige l'intégration, la formation. Résultat, la personne met beaucoup plus de temps à être vraiment opérationnelle. Ça prolonge le problème, en fait. Exactement. Et si finalement ça s'avère être une vraie erreur de casting, eh bien il faut tout recommencer. Le coût du départ, le coût d'un nouveau recrutement, l'impact sur le moral de l'équipe qui doit encore compenser, la perte de productivité. Il y a des études qui estiment qu'un mauvais recrutement peut coûter à une PME entre 6 mois et 1 an de salaire de la personne, voire plus. Ah oui, quand même. Clairement, un poste vacant pendant quelques semaines, ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher qu'un mauvais recrutement. Le calcul est vite fait, effectivement. Mais alors, comment on fait quand on est vraiment sous pression? Quand le besoin est là, maintenant, et qu'on ne peut pas attendre des semaines? Il y a des alternatives réalistes pour une PME? La meilleure stratégie, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est d'anticiper. Avoir une petite idée des besoins futurs en compétences, même simple. Identifier les postes clés, peut-être commencer à repérer des profils intéressants sur le marché, ça aide à moins subir l'urgence. Une sorte de mini GPC et de vivier. Voilà, quelque chose comme ça. Mais si l'urgence arrive quand même, il faut absolument résister à la tentation du premier venu. Il existe des solutions temporaires pour tenir le coup le temps de faire un recrutement de qualité. Comme quoi, par exemple?
On le pensait à l'intérim, à un freelance pour une mission ponctuelle. On peut proposer des heures sup aux équipes en place, en les valorisant bien sûr, ou même réorganiser temporairement le travail dans l'équipe. Ça permet de souffler un peu? Oui, ces solutions ont un coût, c'est vrai, mais il est généralement bien inférieur à celui d'un recrutement raté. Prendre le temps nécessaire pour bien évaluer, vérifier les références, s'assurer que ça matche culturellement, ce n'est pas un luxe, c'est un investissement stratégique. La patience est vraiment une vertu essentielle en recrutement. Très clair. Bon, si on essaie de rassembler tout ça, alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour une PME qui veut s'améliorer en recrutement, mais sans non plus déployer des moyens énormes? Exactement. L'idée, c'est pas de transformer chaque PME en machine de guerre RH. C'est plutôt d'adopter une approche plus structurée, plus réfléchie. Les points clés, ça pourrait se résumer comme ça. Premièrement, formaliser un process de recrutement standard. Même simple, mais qui couvre les étapes. Analyse du besoin, entretien structuré, vérif des références, décision. Un cadre minimum. Voilà. Deuxièmement, considérer le recrutement non pas juste comme une tâche admin, mais comme une vraie compétence managériale. Prendre un peu de temps pour se former, lire, échanger des pratiques, ça peut vraiment faire la différence. C'est pas inné. Non. Troisièmement, ne jamais oublier la pré-signature. Un bon processus d'intégration, ce qu'on appelle l'onboarding, et un suivi régulier les premiers mois, c'est crucial pour garder la nouvelle recrue et l'aider à être efficace rapidement. L'intégration, c'est la suite logique du recrutement. Tout à fait. Et si on prend un peu d'auteur, il faut vraiment que chaque dirigeant de PME réalise que chaque recrutement est un acte stratégique majeur. Dans une petite boîte, attirer et garder les bonnes personnes, c'est absolument vital pour la performance, pour la croissance. En conclusion, on voit bien qu'en évitant ces 5 erreurs classiques et en mettant en place une approche plus méthodique, plus consciente, on peut vraiment améliorer ses chances de succès en recrutement. C'est comme ça qu'on bâtit des équipes performantes, engagées et qui durent. Absolument. Et peut-être pour ouvrir une dernière piste qui va un peu plus loin, au-delà d'éviter les erreurs, comment une PME, avec ses moyens limités, peut-elle devenir proactivement un employeur attractif? Comment elle peut se démarquer sur ce marché du travail si tendu pour attirer les talents dont elle a besoin, sans forcément pouvoir jouer que sur le salaire comme les grands groupes? C'est le défi suivant. C'est sans doute le prochain grand défi pour beaucoup d'entre elles, oui. Une excellente question pour terminer. Merci beaucoup pour cet éclairage très concret. C'est ici que s'achève notre exploration des défis du recrutement en PME aujourd'hui. Merci d'avoir écouté Secrets de recruteur. J'espère que ces conseils vous aideront à avancer vers le job qui vous correspond vraiment. Pour retrouver encore plus d'astuces, de ressources et nos dernières opportunités, rendez-vous dès maintenant sur www.recrute-talent.fr. Et si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous pour aider d'autres candidats. À très bientôt pour un nouvel épisode.